Donald Trump allume la France et Emmanuel Macron. Parce que oui, monsieur a décidé que la guerre en Iran devait être une guerre qui concerne tout le monde, et notamment les Européens. Sauf que aujourd'hui, à la télévision, Emmanuel Macron ne se laisse pas marcher dessus, et c'est tout à son honneur, bien évidemment, puisqu'il dit non à Donald Trump. Jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel, c'est-à-dire sous l'égide des États-Unis et d'Israël. Et vous connaissez ce mégalomane, il a réagi dans la minute qui suit. Commencez par cette gaminerie, Trump affirme que le président français Macron quittera bientôt ses fonctions. En gros, on verra après toi. La plus grosse dinguerie dans l'histoire, le président Trump dit que les États-Unis n'ont plus besoin de l'OTAN, juste après les propos de Macron. En gros, le mec, si on n'est pas ses larbins, en fait, on lui sert à rien. Et c'est exactement dans cette politique qu'il est. Et je vous jure, les gars, je ne comprends toujours pas comment des personnes peuvent soutenir ce mec. Il a créé tellement de guerres, il y a eu tellement de morts, de crises à cause de lui et de ses décisions qu'aujourd'hui, je vous jure les gars, il y a encore des gens qui sont complètement aveuglés, qui se disent c'est un sauveur et blablabla. Regardez les gars. De 0 à 10, je lui donnerais 8 sur 10. Pas parfait. Mais c'est la France. On n'attend pas qu'il soit parfait. Pensez-vous que la France va vous aider à rouvrir le détroit d'Ormuz ? Je pense que le président Macron va nous aider. Je lui ai parlé hier, je vous dirai ce qu'il en est. Moi, mon attitude, c'est de dire que nous n'avons besoin de personne. Nous sommes le pays le plus puissant du monde, nous avons l'armée la plus puissante du monde, et de loin, nous n'avons pas besoin d'eux. Mais c'est intéressant. Je le fais presque, non parce que nous avons besoin d'eux, mais parce que j'ai envie de voir comment ces pays-là réagissent. S'agissant du détroit d'Ormuz, qui est évidemment la situation la plus sensible, nous allons dans quelques instants faire le point, mais je vais ici redire le cadre dans lequel nous avons pu nous exprimer ou déjà commencer à bâtir des décisions. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Emmanuel Macron dit non à Donald Trump. La France décide de ne pas envoyer de navires de guerre dans le détroit d'Ormuz, selon le ministère des Affaires étrangères du pays, évidemment. Après, je pense pas qu'ils iraient jusqu'à nous mentir. Quoi qu'il arrive, Macron y est clair sur sa position actuellement. Tout ce qu'il veut, c'est maintenir la défense des bases britanniques et de Chypre, mais aussi maintenir une sorte de paix grâce au porte-avions Charles de Gaulle qui a été envoyé au Moyen-Orient. Bref, ce qu'il veut pour l'instant, c'est juste défendre. Donc il ne compte pas participer à l'offensive qui est prévue par Donald Trump au détroit d'Ormuz. En tout cas, pour l'instant, la France reste dans les clous. Enfin, je dis reste dans les clous. Ne rentre pas dans cette guerre. Bien que pour moi, ils sont rentrés dans la guerre à partir du moment où ils ont envoyé justement ce qu'il fallait pour défendre. Mais au final, Emmanuel Macron n'y rentre pas pour le moment officiellement. Quand est-ce qu'il va s'y mettre? Je ne sais pas, sachant que je le rappelle, si Emmanuel Macron rentre dans cette guerre, il peut faire passer un article qui lui permettra de rester 10 ans de plus au pouvoir. Et à choisir, je préférerais qu'il reste tranquille, personnellement. Dans cette guerre, hein, États-Unis, Israël, Iran. Donald Trump, l'enfant guerrier, il demande à l'aide. Écoutez, regardez. À ce stade, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et l'Australie n'ont pas souhaité s'engager à envoyer des navires. Même si le président américain garde l'espoir de voir certains alliés s'impliquer, comme la France. Je pense que Macron va nous aider. Nous nous sommes parlé hier. Sur une échelle de 0 à 10, il est à 8. Ce n'est pas parfait, mais c'est la France. Donald Trump espère aussi convaincre le Royaume-Uni qui pose ses conditions. La moindre des choses, si nous envoyons nos forces vers le danger, c'est de prendre cette décision dans un cadre légal. Écoutons la réponse de Macron. La situation plus calme. Et je suis. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, et je suis à dessein, ce terme est suffisamment large, une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité
système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Nous avons commencé les échanges avec l'Inde, avec plusieurs autres partenaires européens ou partenaires de la région. Ce travail supposera des discussions et une déconfliction avec l'Iran, parce qu'en aucun cas ça ne peut être une opération de vive force. Et donc il est à bâtir dans les jours et les semaines à venir. C'est-à-dire, ouais, Macron a bien parlé. Macron. Là, franchement, il parle bien. C'est-à-dire, Trump, l'enfant guerrier, il s'est levé seul. Il a dit qu'il n'a besoin de personne. Il a laissé tous les alliés, il n'a visé personne. Il n'a demandé l'autorisation à personne, il n'a demandé de l'aide à personne. Il a dit, lui seul, il va mettre un terme au régime iranien. Simplement, il n'a pas calculé les angles morts. Il n'a pas calculé les angles morts. Il pensait que c'était comme l'Irak où il y avait Saddam Hussein, ou bien la Libye avec Kadhafi, où le pouvoir se concentrait sur une seule personne, où si la tête est coupée, tout le reste s'écroule. L'Iran n'est pas pareil. L'Iran, ce n'est pas la Libye. L'Iran, ce n'est pas l'Irak. L'Iran, ce n'est pas l'Afghanistan. Ce n'est pas... Non! Ils sont bien organisés, ils sont puissants. Ils ont coupé la tête, une autre tête à pousser. Et ils sont prêts. Ils avaient un moyen de pression, un moyen de réplique solide. Et ça sur tous les plans. Par rapport au détroit d'Ormuz. C'est-à-dire, Trump est parti, il s'est calé. Maintenant, il se retourne vers les Européens sur lesquels il a craché, sur lesquels il a... C'est-à-dire, les Européens qu'il a traités de vauriens là. Il se retourne vers eux, il leur demande de venir dans une coalition, mais dans un esprit toujours va-t-en-guerre. Et il dit, bon, il y en a qui n'ont pas accepté, pourtant, eux, ils les financent, ils sont obligés d'accepter, il essaie de les mettre la pression. Il dit non, Macron, ils ont parlé, ils sentent que sur l'échelle de 1 à 10, Macron, il est à 8, il va accepter, il va venir dans cette coalition. Mais dans un esprit va-t-en-guerre, c'est l'homme Trump. Parce que lui, il voit tout en guerre. C'est-à-dire, ils vont aller, le détroit d'Ormuz est bloqué. Ils vont aller, ils vont débloquer ça par force. Ils vont sécuriser ça, c'est-à-dire, ils vont dégager les Iraniens. Macron dit non, ce n'est pas comme ça. Le Royaume-Uni dit que non, ce n'est pas comme ça. La Chine dit qu'ils ne sont pas dedans. Bon, les autres, il y a d'autres pays, mais on n'en parle pas. Ils disent qu'ils ne sont pas concernés. Ce n'est pas comme ça. S'ils vont aller là-bas, c'est dans un cadre légal. Et de la manière dont Macron dit, c'est-à-dire, il faut arrêter le conflit. Mais ce conflit, il est arrêtable. Comment arrêter ce conflit? Le conflit, là, il allait trop loin. Ce n'est pas sur un claquement de doigts que ce conflit-là va s'arrêter. C'est-à-dire, lui, Trump, dans son plan, bon, 2 semaines, et puis c'est fini. On est parti pour des années. Et beaucoup de personnes vont en baver. Ils vont en baver. Oui, parce que pour ouvrir le détroit d'Ormuz, là, ils ont vu que ce n'est pas amusement, ce n'est pas la pagaille. Ils ont vu que ce n'est pas simple. Ils ont vu que les Iraniens, ils étaient préparés, ils étaient prêts. Ils sont prêts. Et voilà, ils ont coupé une grande partie du commerce international à travers le détroit d'Ormuz. Et il y a beaucoup de pays qui vont en souffrir. Et ça va toucher beaucoup d'autres pays, même à travers le monde, même pas dans la région là-bas. Voyez-vous? C'est-à-dire, quelque chose que tu ne peux pas terminer là, il ne faut pas commencer. Tu ne peux pas terminer, pourquoi tu commences? C'est comme si on est ici, on est en groupe. On est dans un groupe. Toi, tu dis non, tu es l'enfant guerrier, tu es fort que nous tous. Toi, tu t'en vas frapper quelqu'un là-bas. Maintenant, tu t'en vas, tu n'arrives pas à le frapper. Tu te retournes, tu nous appelles en renfort. En renfort, c'est-à-dire, tu nous dis de venir t'aider, on va le frapper. Parce que toi, tu n'as pas pu le frapper. Mais de base, tu nous as négligés. De base, tu as dit que non, toi, tu es fort que nous tous. Tu es puissant, tu n'as pas besoin de nous. Tu ne nous avises pas. Tu es parti là-bas, maintenant tu t'es cogné la tête, tu te retournes, tu appelles à l'aide. Les Européens, s'ils sont dignes, si les Européens sont dignes, ils ne vont pas se mêler dans cette histoire. Wallahi billahi tallah. Ils vont les laisser. Ils vont les laisser là-bas. Trump n'a qu'à aller jusqu'au bout. N'a qu'à terminer ce qu'il a commencé. C'est de ça qu'il s'agit. Souvent, ce n'est pas que la force qui résout certains problèmes. Souvent, c'est doucement. C'est de ça qu'il s'agit. Big Soul 224. On verra bien. Affaire à suivre. La guerre échappe aux impérialistes
israélo-américain. On dit souvent qu'on sait comment commence une guerre, mais on ne sait pas comment elle finit. Ce que nous observons depuis maintenant 3 jours au Moyen-Orient, dans le duel entre la coalition occidentale dirigée par Israël et les États-Unis et la République islamique d'Iran, ce que nous observons, c'est un véritable combat entre David, le petit David, et Goliath, l'immense, le grand Goliath. Dans la métaphore biblique, eh bien, David, qui défendait le peuple d'Israël à cette époque-là, eh bien, s'engage à affronter un géant philistin, qui s'appelait Goliath. Goliath est armé d'un javelot, il est armé d'un bouclier, il a pratiquement 3 mètres de taille, il doit faire pratiquement 200 kilos de muscles sans graisse. Le géant Goliath se dresse devant le petit David, qui lui, vêtu de peau de berger, a simplement dans les mains un petit lance-pierre. Lorsque la scène du combat entre le héros, eh bien, du peuple israélien antique, David, et le héros des Philistins, le géant Goliath, quand cette scène se met en place, tout le monde sait, tout le monde pense, tout le monde est convaincu, comme dans un match entre le Real de Madrid et le Football Club de Badalabougou, tout le monde croit, tout le monde sait que c'est très clair, et bien tout naturellement, David va se prendre une pâtée, David va se faire écraser. On voit vraiment cela comme l'organisation d'un combat de boxe entre un poids lourd du style Mike Tyson au sommet de sa forme et un combattant de poids plume. Si vous-même vous prenez le meilleur des combattants de poids plume et puis vous l'envoyez boxer contre un combattant de poids lourd, vous avez organisé un homicide. Donc, sur la ligne de départ, lorsque les États-Unis, avec leur immense armada et leur patron, parce que Israël c'est le patron des États-Unis, hein? Leur petit patron Israël, parce que paradoxalement, la relation israélo-américaine est une relation perverse. C'est le petit qui commande le grand. Parce qu'en fait, c'est le lobby juif américain qui contrôle la politique américaine. C'est le lobby israélo-américain là qui contrôle la politique américaine. Il s'ensuit que le petit État d'Israël que vous voyez là, il est le patron des États-Unis. C'est une alliance dans laquelle, en réalité, le mari, ce n'est pas celui qu'on croit. Le mari n'est pas celui qu'on croit dans cette alliance-là, entre ces deux-là. Il y a le top et puis il y a le bottom dans cette alliance perverse. Et celui qui est au-dessus, eh bien, c'est en réalité Israël. C'est Netanyahou qui donne des ordres à Trump. J'ai donné une conférence il y a quelques heures pour vous expliquer la complexité de la relation entre Bibi Netanyahou, alias Satanyahou, et Donald Trump. En réalité, Donald Trump est tenu à travers le dossier Epstein, et ce sont les espions du Mossad israélien qui ont les dossiers chauds, qui ont le macabo de Donald Trump. Voilà pourquoi, grâce à ce dossier Epstein, eh bien, Bibi Netanyahou tient Trump. Israël tient Trump. Et c'est Israël qui a amené Trump à la guerre. Littéralement, comme on amène un bouc récalcitrant pour l'égorger. Trump ne voulait pas faire cette guerre. Il ne l'aurait pas faite s'il n'était pas, en réalité, otage d'Israël, s'il n'était pas pris dans le chantage d'Israël, Israël qui détient sur Trump des dossiers brûlants, notamment comme ceux de l'affaire Epstein. Bon. En tout cas, sur la ligne de départ, il y a 2 jours, la coalition israélo-américaine, qui plus est soutenue par tous les autres pays de l'OTAN, à l'exception peut-être de la Turquie, à l'exception peut-être de l'Espagne, qui ont marqué leur réticence. La Turquie est membre de l'OTAN, mais elle a marqué beaucoup de réticence. Elle a exhorté les États-Unis et Israël à ne pas attaquer l'Iran. De la même façon, l'Espagne a refusé que les États-Unis utilisent son territoire pour attaquer l'Iran, même pour combattre contre les Palestiniens. Ce sont des choses qu'il faut souligner. Le Premier ministre espagnol et le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui sont pourtant à la tête eh bien, de pays membres de l'OTAN, ont refusé que leur territoire serve de manière explicite de point de départ pour attaquer les Palestiniens ou pour attaquer eh bien, les Iraniens. Mais qu'est-ce que je veux dire? Sur la ligne de départ, tout le monde était presque sûr que en une journée, voire en 2,
pas plus, les États-Unis allaient écraser l'Iran. Qui plus est avec le soutien d'Israël, Israël dont l'armée est présentée comme invincible, selon une certaine propagande qui date de la période de la guerre du Yom Kippour en 1973 contre plusieurs pays arabes, eh bien, a priori, le match était plié. Les États-Unis et Israël étaient dans la position du Real et l'Iran était dans la position de Football Club de chez moi à Badalabougou. Ok, d'accord. Très bien. Sauf que quand le match a commencé, on s'est rendu compte que, en fait, la coalition américano-israélienne, et c'est une coalition qui est un géant au pied d'argile, c'est un véritable Goliath. Elle a beau être musclée, elle a beau être géante, elle a beau être puissante, et même paraître très puissante, elle est très faible. Et quels sont ses points faibles, cette coalition? Là, cette guerre entre l'Iran et le couple israélo-américain nous permet de bien voir les failles de la puissance occidentale en général et américaine en particulier. Quelles sont les failles? Première faille, on découvre que les Américains ont un retard en technologie militaire. Ça, froulaï. On découvre que les Iraniens, par exemple dans le domaine des missiles balistiques, que les Iraniens ont une technologie plus développée que la technologie israélienne, que la technologie américaine. Par exemple, les Iraniens ont des missiles qui, une fois qu'ils arrivent dans la zone où ils doivent frapper, multiplient leur tête, de telle façon que les batteries antimissiles ont l'embarras du choix. Le missile part, il est il voyage sur 1000 km. Quand il arrive à l'endroit où se trouvent ses cibles, le missile se diffracte en une vingtaine, une quinzaine, parfois même une cinquantaine de petits missiles qui s'éparpillent dans l'espace. Or, le fameux dôme de fer, le système antimissile américain, il est fait pour frapper un missile à la fois dans une zone relativement limitée. Donc, ce système se retrouve débordé, pris au dépourvu, parce que quand les missiles iraniens arrivent, on croit qu'il y en a un, mais au moment où il arrive vers sa cible présumée, il se démultiplie en une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de missiles. Il s'éparpille dans plusieurs directions et la défense antimissile est obligée de choisir seulement un ou deux de ces nombreux missiles qui pleuvent. Tous les autres passent. Donc, lorsque par exemple, un missile iranien arrive et qu'il se démultiplie en 20, en 30, en 40 petits missiles, la barrière antimissile américaine ou israélienne parvient seulement à éliminer 2 ou 3 de ces missiles. Il y en a 37 qui passent, il y en a 47 qui passent, il y en a 17 qui passent. Ce qui produit des dévastations énormes. Des dévastations énormes. Comparées à celles que les Iraniens subissent de la part des Israéliens et des Américains. Premier point, le retard technologique américain, le retard technologique israélien, cela remet complètement en cause l'illusion dans laquelle on était, que l'Amérique était encore vraiment la toute première puissance militaire et technologique du monde. Ce n'est plus véritablement le cas. Deuxième élément qu'on découvre, avec la faiblesse de la coalition américaine, ce qu'on découvre, c'est que la supériorité aérienne américaine, qui est supposée être écrasante, une supériorité aérienne et une supériorité maritime, grâce notamment aux porte-avions qui sont en croisière, accompagnés de navires protecteurs, cette supériorité aérienne et maritime, américaine, elle est limitée par la vulnérabilité des pilotes et la vulnérabilité des navires de guerre américains. J'ai écouté tellement de reportages sur l'affaire que j'ai fini par, à mon avis, découvrir le point faible de toute l'armada américaine. Le point faible de toute l'armada américaine, c'est qu'elle est dépendante de systèmes de radar. Elle est dépendante de systèmes de radar qui permettent non seulement d'identifier correctement l'ennemi pour le frapper, mais qui permettent aussi, tout naturellement, de se protéger des attaques de l'ennemi. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez face à vous une puissance comme celle de l'Iran qui est capable de brouiller vos radars? C'est-à-dire de faire que les radars qui sont sur les navires américains ne voient plus. Les radars qui renseignent les avions américains ne voient plus. Les radars satellitaires
qui sont supposés renseigner les troupes américaines au sol ne voient plus. L'Iran a manifestement acquis la capacité de rendre les navires américains aveugles, de rendre les avions américains aveugles, de rendre les radars américains aveugles. Et l'Iran a repéré les principaux radars américains au sol, au Moyen-Orient, et est en train de les détruire les uns après les autres en utilisant sa stratégie de pluie de missiles. La stratégie de pluie de missiles. Donc voilà un deuxième point. La toute-puissance aérienne, la toute-puissance navale américaine est contrecarrée par le brouillage radar iranien. Les Iraniens ont rendu les navires et les avions américains aveugles. Rien que hier, ils en ont abattu 3. Ils ont abattu 3 avions américains. Et ils sont pratiquement en train d'endommager plus de 10 navires de guerre américains. Au point que le célèbre porte-avions américain, le Lincoln, est désormais menacé. Et la quasi-totalité des bases militaires américaines sont en train d'être déménagées. Les soldats américains sont en train de décamper de toutes les bases qu'ils occupaient parce que la stratégie de la pluie de missiles, doublée par l'aveuglement du système radar américain, rend difficile la défense des positions. Vous avez entendu l'ordre qui a été donné par les États-Unis d'Amérique à l'ensemble des citoyens américains de plus de 14 pays du Moyen-Orient de partir. C'est du jamais vu. Jamais les États-Unis n'ont appelé les citoyens américains dans 14 pays, dans toute la région du Moyen-Orient, de partir. C'est bien là un aveu d'impuissance. C'est parce que Donald Trump reconnaît qu'il n'est pas capable de protéger les troupes américaines. Il n'est pas non plus capable de protéger les populations civiles américaines au Moyen-Orient qu'il sonne la retraite. Et ça, c'est le deuxième point faible sur lequel l'Iran est en train de gagner la guerre. Il y a un troisième point faible. Il y a un troisième point faible de la coalition américano-israélienne. C'est que c'est une coalition qui est incapable de descendre au sol. C'est-à-dire d'envoyer des fantassins sur le sol iranien. Parce que l'expérience qu'elle a eue, cette coalition, lors de la guerre du Vietnam, l'expérience qu'elle a eue lors de la guerre en Afghanistan, lors de la guerre d'Irak, l'expérience qu'elle a eue même lors de la guerre en Somalie, c'est une expérience extrêmement négative. Les troupes américaines ne descendent plus au sol, depuis qu'elles savent que quand elles descendent au sol, elles n'ont plus de supériorité systématique sur l'ennemi, et elles sont confrontées à un ennemi qui, au niveau moral, au niveau psychologique, est énormément plus déterminé que les joueurs de PlayStation de l'armée américaine. Donc, on voit qu'il y a bien là une troisième faiblesse. Les États-Unis se contentent jusqu'ici d'une campagne de bombardement aérien, de bombardement à distance, parce que en projetant des troupes au sol, ils vont se retrouver dans une situation de corps à corps avec les gardiens de la révolution. L'Iran, c'est quand même presque 100 millions d'habitants, et la plupart de ces habitants sont radicalement déterminés à en découdre avec la coalition israélo-américaine. Si les États-Unis descendent au sol, les pertes en hommes seront tellement sévères que l'opinion américaine va se retourner contre Donald Trump et ce sera un nouveau Vietnam, une nouvelle désillusion. Voilà le troisième point faible qui fait que la guerre est en train d'échapper aux Américains et aux Israéliens. Et il y a un quatrième point sur lequel ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre sur le terrain médiatique. Observez bien ce qui se passe. Ils ont perdu la guerre sur le terrain médiatique. La quasi-totalité des réseaux sociaux mondiaux sont inondés de communication en faveur de l'Iran. Et ça, l'Iran n'a payé personne pour cela. Regardez simplement, par exemple, les réseaux sociaux africains. Dans la plupart des pages Facebook, YouTube, TikTok, que l'on peut regarder ici en Afrique, la plupart des internautes africains sont friands des informations sur les victoires symboliques de l'armée iranienne contre les États-Unis et contre Israël. Il y a des images des frappes américaines contre l'Iran. Il y a des images des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. Elles existent. Mais ce ne sont pas les images les plus partagées. Oui, vous qui m'écoutez, vous êtes maintenant près de 20 000 personnes au total. Quand vous allez sur Internet, vous voyez une image, comment les Américains ont bombardé, je ne sais pas, telle ou telle installation en Iran. Puis vous voyez une autre image, comment les Iraniens viennent de bombarder telle ou telle installation en Israël, ou viennent de détruire un camp militaire américain. Quel est votre réflexe? Est-ce de diffuser l'information qui montre l'Iran en position de faiblesse ou de diffuser l'information qui montre les États-Unis et Israël en position de faiblesse?
le réflexe mondialement le plus répandu, c'est de mettre en valeur les images de la faiblesse américaine et israélienne. Pourquoi? Parce que le monde en a marre de ces criminels. Le monde a marre des crimes impérialistes américains et israéliens. Ils ont passé toutes les limites. Ils ont franchi toutes les lignes rouges. Plus personne ne peut honnêtement supporter ces gens. Donc, tout ce qui leur arrive sur le théâtre d'opération, en termes de défaite, la moindre égratignure qu'ils subissent, réjouit la planète tout entière. Voilà pourquoi sur le terrain de la communication, les États-Unis et Israël ont perdu la guerre. Parce que l'opinion mondiale ne retient que les coups qui leur sont portés. L'opinion ne regarde même plus les coups qu'ils portent. Les coups qu'eux, ils portent là, à l'Iran, et qui sont des coups terribles. L'opinion dit, ça fait partie du sacrifice. Mais ce qui intéresse l'opinion, c'est les coups que l'Iran, les coups extraordinaires que l'Iran porte aux États-Unis et à Israël. Et ces coups, aucune puissance au Moyen-Orient, aucune puissance au Moyen-Orient, aucune puissance même au monde, n'avait réussi à frapper de manière aussi systématique et générale les États-Unis et tous leurs vassaux du Moyen-Orient. Jamais cela n'était arrivé. Jamais cela n'était arrivé. Donc, défaite médiatique américano-israélienne. Voilà. Voilà ce qui fait donc que la guerre leur échappe. Enfin, il y a un cinquième domaine dans lequel la guerre leur échappe. Israël et les États-Unis ont perdu le soutien même de toutes les institutions internationales dans lesquelles ils ont encore le droit de veto. L'ONU, même l'ONU a été contrainte de se déclarer contre Israël et les États-Unis. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale qui recherche Benjamin Netanyahou ne peut plus soutenir Israël. Donc sur le plan diplomatique, les États-Unis et Israël sont désormais les parias des relations internationales. D'ailleurs, Donald Trump a dit que pour lui, le droit international n'existe plus. Et par là, il est rejeté de toute humanité civilisée. Tout être humain qui vous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait du droit international, eh bien, c'est un barbare, c'est un sauvage. Il n'est pas digne de vivre dans l'humanité. Car le droit international, c'est le minimum requis. Même quand ce droit est injuste, même quand ce droit est imparfait, il est nécessaire qu'il y ait du droit international pour que nous, les êtres humains, nous ne vivions pas comme des bêtes sauvages. Sans le moindre droit international, l'espèce humaine retourne complètement dans ce que Thomas Hobbes a appelé l'état de nature. Où homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, les États-Unis et Israël sont devenus les parias des relations internationales. L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin soulignait que les États-Unis et Israël vont regretter d'avoir piétiné, d'avoir bousillé et bafoué le droit international. Car désormais, le monde entier considérera qu'on peut leur porter tous les coups, que tous les coups sont permis contre eux. Ils ont ouvert la boîte de Pandore. Ils ont ouvert un immense boomerang contre eux. Plus personne ne peut les couvrir. Vous voyez même la peine dans laquelle se trouvent les alliés européens traditionnels des États-Unis. Bien souvent, quand les États-Unis agressent un pays innocent, les puissances occidentales, en général, les Européens se rangent mécaniquement derrière les États-Unis. Mais là, c'est un soutien mou. C'est un soutien mou. Parce que comment soutenir Trump, qui, il y a à peine un mois, voulait arracher le Groenland? Les Européens se souviennent que ce type-là s'est levé un matin, il a dit qu'il veut prendre le Groenland. C'est le même type qui est en train d'attaquer l'Iran. Comment peuvent-ils espérer, les Américains et les Israéliens, avoir un soutien véritable des Occidentaux, alors même qu'ils ont menacé les Occidentaux de les exproprier de leur territoire, alors même que l'Occident est en réalité une colonie militaire américaine. L'Occident est militairement occupé par l'armée américaine. Vous pensez que tout cela va sans ressentiment? Vous pensez que les Allemands qui naissent, qui grandissent, qui vivent là, ils sont contents de voir leur pays toujours sous occupation militaire américaine, 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale? Vous pensez que ça les amuse? Ça ne les amuse pas du tout. Il y a un ressentiment anti-américain. Il y a un ressentiment anti-otanien très important dans le monde occidental. Et vous avez vu comment l'Occident a été instrumentalisé. Il a été sacrifié dans le projet de déstabilisation de la Russie à travers l'Ukraine. Vous avez vu comment les pays occidentaux ont sacrifié leurs économies pour le voyou, le bandit, l'escroc, le petit néo-nazi de Zelensky. Vous avez bien vu. Donc l'Europe a tellement été humiliée par les États-Unis
elle a été tellement piétinée par les États-Unis, sans oublier toutes les moqueries personnelles que Trump a infligées aux principaux dirigeants européens, à commencer par, eh bien, le très incompétent Macron. Donc, il n'y a même pas cette solidarité diplomatique mécanique, ce grégarisme traditionnel des Européens derrière les Américains, ils ne l'ont plus. Enfin, je viens à la 6e raison pour laquelle la guerre leur échappe. L'opinion américaine est majoritairement contre la guerre. L'opinion américaine est majoritairement contre la guerre et l'opinion israélienne est majoritairement contre la guerre. Dans leurs propres opinions politiques, américaines et israéliennes, Donald Trump et Bibi Netanyahou sont minoritaires. Voilà pourquoi leur défaite au Moyen-Orient va se retourner en un règlement de compte en politique intérieure contre eux. Donald Trump va être destitué, il va perdre les élections des midterms qui arrivent, il va être destitué, il va être arrêté et conduit en prison aux États-Unis. C'est ce qui va arriver incontestablement au grand criminel génocidaire Benjamin Netanyahou, recherché par la Cour pénale internationale. Dès qu'il va perdre le pouvoir en Israël, il va être, s'il est vivant, arrêté, menotté, mené en prison et peut-être même traîné à la CPI. Parce que dès lors que son allié principal va s'effondrer aux États-Unis, lui, il va s'effondrer en Israël. Et il y a plusieurs Israéliens qui ont le macabo de Netanyahou, alias Satanyahou, qui attendent seulement que la défaite militaire d'Israël face à l'Iran soit confirmée pour lui régler son compte. L'Amérique aujourd'hui, soyons honnêtes, l'Amérique dans cette guerre, l'Amérique a beaucoup perdu. Je dis bien beaucoup, l'Amérique a beaucoup perdu. Mais, on va continuer. Donc, Benjamin Netanyahou, chacun peut se poser cette question. Pourquoi il ne communique pas avec le président Trump s'il n'est pas mort, s'il n'est pas gravement blessé? Soit il est mort, soit il est gravement blessé. Et ça, c'était un mensonge. Si ce n'est pas le cas, pourquoi il ne communique pas avec Trump? Pourquoi il n'appelle pas Trump? Trump a le temps de parler avec Poutine. Il a le temps de parler avec, comment on appelle ça, les leaders les monarques du Golfe, mais pas avec son partenaire de crime. Vous avez vu ça où? Depuis quand vous avez vu ça? Il parle avec tout le monde, mais il ne parle pas avec Benjamin Netanyahou. Et s'il n'est pas mort ou il n'est pas gravement blessé, pourquoi il fait cette apparition et puis après on ne voit plus rien? Pourquoi il ne va pas rendre visite aux personnes blessées dans les hôpitaux? Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Pourquoi et pourquoi il ne va pas voir les soldats israéliens blessés dans les hôpitaux militaires? Le chef suprême des armées va rendre visite à ces soldats quand ils sont blessés dans une guerre qu'il a lui-même ordonnée. Mais il ne va pas. Chacun peut réfléchir à ce niveau. Chacun peut se poser légitimement toutes ces questions. Pourquoi il ne va pas rendre visite aux malades dans les hôpitaux? Pourquoi il ne va pas voir les dégâts qui ont été causés sur les bâtiments administratifs, les ministères qui ont été attaqués? Pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi il ne rassure pas la population israélienne en sortant et visiter les sites qui ont été frappés par les missiles iraniens? Mes amis, détrompez-vous. Nous ne sommes pas pauvres comme on veut nous faire croire. Il faut juste avoir le courage, la ténacité, la volonté, l'engagement et la détermination. J'ai pas envie de dire la résilience du peuple iranien. Le peuple iranien est prêt à payer un lourd tribut pour ça. Et déjà, il a commencé à payer beaucoup trop d'ailleurs. Beaucoup de sang ont coulé. C'est pourquoi le guide iranien, il a été clair. Tous les sangs versés seront vengés. Il n'y aura pas d'accord tant que nous ne serons pas satisfaits de l'issue de la guerre. Et Trump, maintenant, il cherche solution. Mais ce qui est intéressant, ce que je voulais vous dire, qui est intéressant, les Iraniens ont dit, le président indien
Le Premier ministre s'affolait, le Premier ministre indien, Modi. Modi a appelé le guide avec l'ambassadeur d'Iran en Inde. Il dit, mon peuple là, il dit, Mojtaba. Il dit, moi je fais 1 milliard, à peu près 1 milliard 200. Mojtaba, si tu sais combien ça, après, comment gérer plus d'1 milliard de personnes. Mojtaba dit, oui, j'ai écouté, mais toi tu as donné la position de nos bateaux et puis les Américains ont frappé nos marins. Alors qu'ils venaient d'un exercice militaire que tu nous avais demandé de participer. Il dit, ah, Mojtaba, je pleure les Iraniens, je te demande pardon. Je présente mes condoléances. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. Il dit, je te demande pardon. Si tu ne me laisses pas passer mes bateaux, je suis mort. Ce sera la guerre civile. Mojtaba parle avec le président et le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de l'économie et des finances, le ministre du transport, avec les gardiens de la révolution. Donc, hier, ils ont permis, je crois, c'était deux tankers, les bateaux, on dirait des villes, c'était chargé de pétrole brut indien. Donc, ils ont donné l'ordre que ces 2 bateaux-là passent. Je crois que c'était 2. C'est pas seulement 2, mais tous les bateaux indiens et chinois passeront. Tous les bateaux chinois et indiens ne seront pas arrêtés. Ils vont les laisser. Je crois que c'est les 2 que je sais. Il peut y avoir d'autres, mais c'est les 2 que je sais. Donc, Modi était tellement content, jusqu'on a vu les Indiens là danser dans la rue. Et je crois que c'était l'ambassadeur iranien. Les gens couraient comme ça pour applaudir parce que ils savaient pas comment, si les 2 bateaux n'arrivaient pas à temps. Parce que Modi a dit, si les 2 bateaux ne rentrent pas ce samedi, on est toujours samedi, non? Hein? Oui. Il dit, si les 2 bateaux ne rentrent pas samedi, lui, il perd le contrôle de son pays. Et l'Iran a fait passer les 2 bateaux indiens qui étaient bloqués. Mais c'est pas seulement, c'est pas vrai. C'est beaucoup, hein. Les bateaux qui sont bloqués, c'est énorme. C'est énorme. Mais voilà ce que Trump dit. Trump dit aux capitaines des bateaux, ne soyez pas des lâches. Ça, c'est pas moi, c'est Trump. Il dit, ne soyez pas des lâches, soyez des patriotes, traversez, rien ne va vous arriver. Hey. Vous savez combien de bateaux qui ont été liquidés avec carburant? Combien de bateaux? Moi, la dernière fois, je disais 3, c'est pas 3. C'est plus que ça. Tous ceux qui ont écouté la parole de Trump et puis sont allés, ils ont allumé tous les bateaux. Mais là, ce qui s'est passé, il y a les grands patrons, les propriétaires des gros navires là. J'ai vu le gars j'oublie la compagnie. Il dit, lui, il s'en fout de la parole de Trump. S'ils n'ont pas eu sécurité, aucun de ces navires et il ne va pas mettre en danger, la vie de son équipage, et puis 2, les biens des gens, et 3, ces bateaux, ces conteneurs, il ne le fera pas parce que Trump l'a dit. Alors, mais vous savez que le marché mondial, bon, en fait, c'est un peu compliqué souvent quand on parle de cette guerre, les gens, il y a des éléments qui échappent. L'Iran a volontairement ciblé les pays qui tiennent l'économie mondiale en main. Vous voyez, les Européens qui ont la grande gueule, ils disent, on va former une coalition pour quand vous dites, aidez-moi les bons français, je vous en prie, pour convoyer, c'est ça? Escorter, voilà. On va escorter les navires qui sont chargés de... Parce que vous savez que le port de Dubaï, tout va là-bas, hein? Tout descend là-bas. Et à partir de là-bas, ça va dans différentes parties du monde. Ils disent, l'Iran dit, je ne suis pas pressé. Si vous êtes garçon là, venez et puis traversez le détroit, on va voir. 5 bateaux, ok, merci. Et si vous êtes garçon là, traversez le détroit, on va voir. Si vous êtes garçon, venez convoyer et puis faites passer, on va voir. Mais là, ils se sont repliés. Ils disent, ah, c'est trop. Bah, en fait, l'Iran a fait exprès. Vous savez, cette guerre,
ne la voyez pas seulement comme la guerre d'Israël avec l'Iran ou les États-Unis avec l'Iran. Appliquez cette guerre, cette logique de la guerre iranienne dans votre vie, votre quotidien. C'est-à-dire que il y a toujours une possibilité. Regardez toujours ceux qui sont en face de vous. Vous pouvez exploiter. Quand je dis exploiter, c'est pas escroquer, non. Quand quelqu'un veut montrer qu'il vaut mieux que vous, il est ceci, il est cela, ne vous laissez pas guider par les émotions. Ça, c'est vraiment fondamental. Prenez le temps, regardez la personne. Pendant qu'elle crie, elle jacaille, vous voyez tout de suite les points faibles de la personne. Et vous savez que si vous appuyez ce bouton-là, elle va se mettre à hurler, à crier dans tous les sens. Cette guerre n'est pas seulement une guerre entre puissances, tous ces autres. C'est une leçon de vie. Comment la première puissance militaire au monde croit qu'elle est tellement forte, elle veut imposer sa volonté à un État qui est dans un droit. Ça, c'est un. Quelqu'un qui passe sa vie à mentir sur vous, à mentir sur vous, à mentir sur vous, croyant détruire votre crédibilité, croyant vous déstabiliser, croyant vous isoler. Ne regardez pas les cris, les piaillements, ou bien comme on dit, la personne jacaille, crie, blabla. Vous ne regardez pas ça. Dans votre petit coin, mettez-vous au point. Le jour que vous serez en confrontation, la personne va découvrir une autre personne de vous qu'elle n'a jamais imaginé. Et c'est ce que l'Iran nous apprend. L'Iran a été sous-estimé. Ils ont cru que l'Iran était isolé. L'Iran a tout doucement tissé des relations stratégiques. Si l'Iran s'était laissé embobiner par les mensonges des Américains, vous allez voir tout de suite que l'Iran serait dans une position de faiblesse. Mais au lieu de ça, l'Iran s'est organisé, l'Iran s'est préparé minutieusement sur tous les plans. D'abord, préparer l'opinion nationale sur l'éventualité d'une situation. Et dire qu'il y aura énormément de pertes en vies humaines, mais c'est pour la survie de la nation. Eux, c'est pas ce qu'ils ont fait. On est fort, on est riche, on est ceci. Eux, c'est le matériel. Pendant ce temps, l'Iran parle. Pourquoi on dit pour être Khomeini, c'est-à-dire le guide spirituel, il faut connaître et maîtriser le Coran pour que la sagesse divine te guide à préparer ton peuple aux défis qui arrivent. Pendant 40 ans, le guide suprême décédé a formé le peuple, a préparé le peuple, aussi bien les chrétiens que les musulmans, à l'éventualité que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi les Iraniens, contrairement à ces idiots qui croient que les Iraniens vont les suivre, les Iraniens, au contraire, font bloc derrière leur gouvernement et sont prêts à mourir si cela peut préserver l'Iran. Et aujourd'hui, et c'est ça qui nous fait défaut, ils nous ont vendu des sociétés de consommation. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils ferment le robinet économique, la population va se réveiller tout de suite contre les dirigeants. Et l'Iran a compris que si nous voulons rentrer dans ce modèle de société de consommation, on va perdre. Quand ils vont fermer le robinet, la population va se révolter. Et ils n'ont pas vu que pendant ce petit temps, l'Iran préparait, pas pour une société de consommation, mais préparait son peuple à devenir martyr et mériter la grâce de Dieu au paradis. Voilà ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'ils ne comprendront pas. Et voilà là où ils ne pourront pas battre l'Iran. Parce que tout le monde est prêt à mourir comme martyr pour mériter la grâce de Dieu. Eux, ils se battent pour le matériel, pour la société de consommation, le matériel, l'argent, l'opulence. L'Iran dit, tout ça c'est bien, mais auprès de Dieu,
j'ai une place beaucoup meilleure que celle que vous voulez me proposer ici. Et c'est ce que le guide a enseigné à son peuple. C'est pourquoi cette résilience, vous la voyez. On ne vous parle pas souvent de ça, mais on vous parle des bombes, des bombes, des bombes. Mais les Iraniens savent que les bombes vont tomber. Ils savent que l'Amérique est une puissance militaire. Voilà pourquoi ils ont préparé le peuple à cette éventualité. Mais en même temps qu'ils préparent le peuple à cette éventualité, ils se préparent à causer des dommages sérieux à ce monde de consommation. En faisant quoi? En attaquant l'épine dorsale de l'économie américaine, c'est-à-dire les monarchies du Golfe, le pétrole. Puisque le dollar repose sur le pétrole, ou si le pétrole repose sur le dollar, prenez ce que vous voulez, et puis jetez ce que vous ne voulez pas. Donc, que le pétrole repose sur le dollar ou le dollar repose sur le pétrole, ça c'est la suprématie américaine. Vous attaquez ça, vous détruisez tout. Aujourd'hui, la monnaie chinoise est en train, c'est-à-dire les Américains, Trump, bête qu'il est, je vous ai dit qu'il est aussi bête qu'Emmanuel Macron. Voilà deux présidents idiots. Un est PD, un est pédophile. Les deux, en tout cas, Dieu sait ce qu'il va faire avec eux. Donc, je dis, de toute façon, Macron nous a aidés à devenir ce que nous sommes. L'idiot va permettre au monde de retirer profit. Aujourd'hui, toutes les monarchies qui doutaient un peu d'utiliser le yuan, qui est la monnaie chinoise, tout le monde commence à utiliser. Je crois que c'est l'analyse qu'ils ont faite aujourd'hui. Le dollar a perdu. C'est-à-dire, Trump a envoyé le dollar dans un... On dit quoi? Cataclysme, c'est ça? Le français est correct? Ça va? Ma chérie Christine, tu es là, non? C'est quoi? Un cataclysme, c'est bon? Bon, d'accord. Les petits Ivoiriens idiots, là, pas et tous, hein. Je parle des tortues ninja. Si c'est cataclysme, d'accord, allons-y. Donc, le dollar est en train de subir une chute vertigineuse. La suprématie du dollar, après cette guerre, c'est fini. La guerre de l'Ukraine, Ukraine-Russie, a accéléré les choses. Ce que Xi Jinping m'a dit à Poutine, il dit, mais les idiots ils ont accéléré, nous on pensait que c'était dans 10 ans, alors que c'est maintenant là en bas. Donc tout de suite, ils ont commencé à utiliser. Et maintenant, avec ce qui se passe en Iran, les gens savent que si l'Iran n'avait pas le soutien ni de la Russie ni de la Chine, l'Iran ne pourrait pas faire ce qu'elle a fait. Il ne faut pas se blaguer. Et Trump a eu le courage bête qu'il est de dire aux Américains, oui, Poutine est en train d'aider l'Iran. Alors, ok, merci beaucoup à toi, madame. Alors, comme un président, est-ce que les Américains trouvent anormal chez Trump, pendant que des Américains meurent, il est en train de faire des levées de fonds, parce que Trump est en train de craindre ce qu'on appelle élection mi-mandat, mi-terme, en novembre. Il veut maintenir la majorité au Sénat et au Congrès. Parce que s'il perd, les conséquences de la guerre vont pousser les démocrates qui vont venir en tête à lancer la procédure de destitution contre lui. Et tous les dossiers que les républicains ont fermés, les démocrates vont ouvrir tous les dossiers. Donc c'est pourquoi, non seulement ils jouent sa survie politique, mais ils jouent encore, c'est pas seulement politiquement, mais ça va aller au-delà de ça. Donc ça fait que Trump est un peu, ceux qui le fréquentent en tout cas disent qu'il est un peu instable en ce moment. Mais ce qui fait plus mal à Trump, c'est parce qu'il sait, il est convaincu que Benjamin Netanyahu n'est plus. Et moi, je suis convaincu qu'ils ont dit à tous les journalistes qui sont accrédités à entrer à la Maison-Blanche pour assister aux conférences de presse. Je suis sûr qu'ils ont appelé tous comment vous appelez ça? Les rédacteurs? Ou bien les rédacteurs, ou bien quoi la même là? Les responsables, en tout cas, de dire aux journalistes qui vont envoyer de ne pas poser des questions sur Benjamin Netanyahu. Parce que ça m'étonne qu'aucune presse aux États-Unis n'a le courage de poser la question sur là où peut être Benjamin Netanyahu. Et je suis sûr que, parce qu'aux États-Unis, la manière dont on vous donne une accréditation, le lendemain pour vous retirer. Donc, alors, ça c'est un. Et puis deuxièmement, je vous ai dit que l'Iran avait
énumérer des exigences si elle doit négocier un jour, mais pas une reddition telle qu'ils veulent nous faire croire. Mais pour être honnête, il y a une petite image que d'abord, je vais vous montrer ceci. Overnight, amid the ongoing war against Iran, the global price of oil skyrocketing, topping $100 a barrel, despite President Trump's promises of relief. Iran attacking the flow of Mideast oil, despite President Trump's promises of relief. Ça, c'est les Iran attacking the flow of Mideast oil. At least 6 ships targeted in the last. Quelqu'un a dit 5, c'est pas 5, hein, tu as compris? On dit 6. C'est pas 5, quelqu'un a dit 5, c'est pas 5. Overnight, amid the ongoing war against Iran, ça c'est l'Iran. Ça c'est un bateau qui brûle là. Topping $100 a barrel, despite President Trump's promises of relief. Iran attacking the flow of Mideast oil. At least 6 ships targeted in the last 24 hours. Okay, overnight, 2 tankers attacked off southern Iraq. Dramatic video circulating online showing one of them on fire. At least 1 crew member killed. Go, 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 go! This morning, the IRGC claiming to strike the Safe Sea Vishnu, seen here in videos circulating online. Nearby boats racing to the scene, dousing the carrier with water, throwing life preservers to those in the water, and in a man. Alors, ça, on va écouter ça aussi. Vous savez, cette guerre... Hello, it's your friend CJ Werleman. And today, we expose Israeli and American efforts to cover up their respective losses. Il y a une chose, moi je vais faire la traduction en anglais, en français, pardon. Ne vous en faites pas, on fait la traduction en français. On va rapidement. Alors, vous savez, cette guerre, on n'avait pas besoin de cette guerre, pour être honnête avec vous. On aurait pu gérer tout ça. Regardez. Respective losses in their failing war against Iran. But first, please remember to like and subscribe to our show, while also turning on notifications so you never miss a single episode. Il y a des trucs que je vais vous montrer ici. No major conflict since the First World War has been subjected to more media censorship than the Zionist Crusader war against Iran. And the reason for this is simple. Israel and the United States are not only taking a savage beating, but also losing control of every domain in which this battle. Vous savez, contrairement à ce qu'on peut vous faire croire, beaucoup de gens ne sont pas pour cette guerre en Iran. Il y a un élément intéressant que je voudrais, avec l'aide de Dieu, partager avec vous. Il y a beaucoup de mensonges dans cette guerre. Ils prétendent tous les deux avoir affaibli l'Iran, avoir décapité l'Iran, avoir handicapé l'Iran. Mais alors, pourquoi l'Iran reste toujours... Et c'est la question qui surprend les Américains. Ils disent, mais vous avez dit tout ça, pourquoi l'Iran est encore... Donc, ce qui a mis Trump, malgré que les gens lui ont dit, il ne faut pas engager cette guerre, il a eu des informations selon la suprématie militaire américaine, et il s'est dit qu'aucun pays ne peut tenir devant la puissance de feu des États-Unis. Ça, c'est si tu vas... Si tu veux aller dans la même direction que les Américains. Si tu veux faire une guerre conventionnelle telle que les Américains l'attendent, oui, personne ne peut les battre. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que l'Iran fait. L'Iran n'a pas développé de gros moyens, de gros porteurs. L'Iran a utilisé sa géographie, l'Iran a utilisé sa technologie et l'Iran s'est adapté. Et quand l'Iran frappe, ça fait mal. Et aujourd'hui, les derniers missiles que l'Iran largue, ce sont des Mach 15, c'est-à-dire 15 fois plus vite que le son. Oh, mais c'est ça, la lumière, c'est ça. Voilà. Donc, l'Iran a développé ses missiles. Les missiles avec fragmentation. Donc, ce qu'il faut retenir. Alors, moi, je voudrais que les gens comprennent bien, ceux qui sont en train de laisser les messages sur YouTube, je n'arrive pas à voir pour le moment. Je vais répéter ce que j'ai dit et je remercie il y a quelqu'un qui a posté tout à l'heure un commentaire. Non, c'est sur Facebook, pardon. Parce que c'est sur Meta que j'ai vu ça.
Regardez, faites beaucoup attention. Je n'ai jamais dit que c'est un communiqué du gouvernement malien. Faites beaucoup attention quand Keïta parle. Je dis c'est une information qui a été véhiculée sur les réseaux. Et comme le gouvernement n'a rien dit, je vais profiter en même temps pour en parler. Et je dis, je connais la stratégie des Américains. Ils font exprès, ils font ça croyant qu'ils vont attirer la sympathie du peuple, parce que c'est eux les Américains. Ils oublient qu'ils nous avaient exclus de leur système de visa. Ils avaient décidé de ne plus nous accorder le visa. Ils avaient décidé même de nous imposer 5 millions de francs CFA comme frais de visa. Et on a fait la réciprocité. Le Niger l'a fait, le Burkina l'a fait. Ils sont partis, ils sont revenus. Ils se sont installés en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de travailler avec le gouvernement ivoirien. Ils sont en train de travailler avec le gouvernement du Nigeria, de Tinubu. Alors je dis, mais pourquoi ils ont besoin du Mali? Puisque nous sommes dans une confédération. Et l'espace du Mali fait partie de l'espace confédéral. En d'autres termes, si le Burkina les a chassés, le Niger les a chassés, il serait difficile que le Mali les accepte. Donc, si vous êtes tombé au milieu, je vous en prie, faites beaucoup attention, parce que j'ai longuement développé ça. Je l'ai développé pendant 30 ou 40 minutes. J'ai dit, avant de nous dire qu'il veut venir espionner à partir de chez nous pour voir les mouvements des groupes terroristes, qu'il demande à la France de ne plus financer le terrorisme. Parce que nos différents gouvernements ont toujours dit que le terrorisme est financé par des États. Et la France a toujours été pointée du doigt. J'ai dit que les Américains commencent d'abord à parler à la France pour que la France arrête de financer le terrorisme dans le Sahel. J'ai dit encore que le gouvernement américain négocie avec Zelensky pour dire au FBU, le renseignement le SBU, qui est le renseignement ukrainien, qu'ils arrêtent de former les terroristes au maniement des drones et de les envoyer dans le Sahel. J'ai dit donc, les Américains savent, s'ils peuvent régler avec Zelensky et la France, il n'y a plus de terroristes dans le Sahel. C'est ce que j'ai dit. Donc maintenant, si vous n'avez pas entendu et que vous voulez vous engager dans des discussions, il serait intéressant quand même, peut-être après le direct, d'essayer de réécouter tout ce que j'ai dit. Personne, le gouvernement malien n'a pas produit de communiqué. On dit c'est Reuters, qui est une agence de communication. Et que ce sont les Américains. Mais quel Américain? Ils n'ont même pas donné le nom de l'Américain. Ils n'ont même pas donné le nom de la structure. Parce que les Américains ont une structure en Afrique. C'est cette structure-là qui allait rencontrer Ouattara. Mais quand vous lisez le communiqué, le nom de la structure n'est pas donné. Mais c'est un communiqué qui est vague. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour créer une fausse tension entre le Mali, le Burkina et le Niger. Puisque le Niger les a chassés, le Burkina les a chassés. Donc, ils veulent utiliser Reuters comme canal de communication. Mais ils pensent que les Africains sont tellement peut-être bêtes, on ne pourra pas réfléchir, décortiquer, savoir que c'est des bêtises qu'ils racontent. Et ils ont bien fait de pondre ce communiqué parce que nous avons donné notre position, nous en tant que peuple de l'AES, puisque nos présidents disent qu'ils travaillent selon l'agenda du peuple. Et les peuples ne veulent pas voir les Américains chez nous. Ils ont satellite, ça suffit. Voilà. Donc, si les satellites ne peuvent pas les aider, s'ils veulent venir ici, et puis ils vont venir avec leurs appareils, les bases de données ne sont pas stockées chez nous, ce qu'ils vont regarder, on n'a aucune idée, et puis c'est les bêtises qu'ils ont racontées. J'ai cette petite parenthèse, ils disent comme ils étaient là, mais attention, quand ils étaient à Memphis, j'ai dit Memphis, c'est pas Memphis, à Nephis je crois, quand ils étaient à Nephis, mais c'est pas l'armée régulière américaine qui était là-bas. Ils avaient recruté une armée privée qui était là-bas. Le nom, je crois que les soldats maliens sont tombés sur des téléphones, comment on appelle ça, satellitaires, hein, avec des informations. Ils ont fui pour laisser. Ils étaient à Nephis, ils n'étaient pas là-bas de façon régulière. Ils étaient au Niger, et du Niger, ils venaient espionner dans le nord du Mali. Donc, Assimi n'a jamais donné d'autorisation à l'armée américaine d'être présent chez nous ici. Ils sont en Côte d'Ivoire, on le sait, Tinubu les a invités, ils sont en train de déployer une base au Nigeria, on est au courant. Mais nous, c'est l'espace confédéral. L'espace du Mali, c'est l'espace du Burkina, c'est l'espace du Niger.
Donc, si le Niger les a chassés, le Burkina les a chassés, pourquoi le Mali va les recevoir? Voilà. Donc, c'est ce que nous avons dit. Mais on n'a jamais dit que c'est un communiqué du gouvernement malien. J'ai dit seulement que les Américains ne viennent jamais comme ça. Quand ils viennent, ils ont toujours une entrée. J'ai donné l'exemple de Maduro, comment elle a été trahie dans son entourage. J'ai donné l'exemple aussi du guide suprême iranien, comment il a été trahi dans son entourage. Les Américains viennent toujours avec des grosses enveloppes pour essayer, ils font le lobbying, corrompre quelqu'un pour qu'ils aient un accès. Je dis, je ne sais pas si c'est le cas, mais je dis au président Assimi Goïta de faire beaucoup attention. Les Américains ne sont pas nos alliés. Parce qu'ils sont alliés à l'Ukraine et l'Ukraine a tué des soldats maliens. On ne peut pas oublier ça. S'ils sont aussi forts que ça, ils n'ont qu'à dire à la France d'arrêter de subventionner, renseigner, équiper et financer les terroristes dans le nord du Mali. La France le fait, l'Ukraine le fait, les Américains le savent. Ils n'ont pas besoin de notre permission pour faire ça. Ils n'ont qu'à les parler à la France, ils n'ont qu'à les parler à l'Ukraine. Le jour qu'ils vont avoir des résultats, peut-être on va commencer à réfléchir. C'est ce que j'ai dit, ça c'est ma position. Voilà. Bon, maintenant on ne dit pas que c'est un communiqué du gouvernement malien, donc faisons beaucoup attention. Voilà. Peu importe, quel que soit l'origine de Reuters, ça c'est pas un problème. C'est Reuters qui a été utilisé. Mais seulement, je dis que c'était lamentable parce que quand vous êtes un as de la communication comme moi, doué en communication politique, quand vous lisez tout de suite, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas correct. Voilà. Parce que quand vous faites une communication sur la stratégie militaire, attention, il y a des éléments qui ne peuvent pas ne pas être présents. Il y a des éléments qui obligatoirement doivent être là. Quand ces éléments ne sont pas dedans, c'est que c'est du faux. Alors comme c'est du faux, j'en ai profité en même temps pour dire au président, si jamais un jour ils veulent venir, voilà ce que nous on dit. On ne sait pas ce que vous allez décider. Donc il faut que ce soit bien clair quand on parle. Alors donc, maintenant, les Américains sont en train de négocier et Trump, malgré la grande gueule qu'il a fait, il n'a pas les moyens de sa politique. Et Trump a peur. Il a peur parce qu'il est face à une réalité, une dure réalité qu'il a du mal à accepter. Et Trump est quelqu'un qui n'aime pas perdre. C'est quelque chose que j'ai appris depuis les États-Unis en le regardant de près. Il n'aime pas perdre. Il aime avoir toujours l'avantage. Il veut toujours être au centre. Mais aujourd'hui, la réalité est telle que les Américains sont en train de payer un prix beaucoup plus élevé. Ils ont demandé à l'agence internationale de mettre sur le marché près de 400 millions, je répète, près de 400 millions de litres de pétrole brut sur le marché. Alors, voilà un pays qui tient l'économie du monde entre ses mains. Et vous attaquez ce pays, même pas sur une base honnête, même pas sur une base crédible, mais sur le mensonge et la manipulation. Et le nouveau guide dit, c'est notre moyen de pression. L'Iran, les experts ont dit que l'Iran jamais ne va, permettez-moi, je vais boire un peu, un petit coup, hein. Je vais boire un peu, d'ici là on va écouter ça un peu, permettez-moi, vous allez écouter ça rapidement, je vais juste boire un petit coup. Salut à tous, bienvenue sur Plume Pratique. Donald Trump panique alors que sa guerre illégale contre l'Iran est rendue bien au-delà de tout contrôle à ce stade-ci. Pendant que Donald Trump affirme que les États-Unis ont gagné la guerre et ont totalement décimé les capacités iraniennes, il continue d'insister sur le fait que le détroit d'Ormuz est sécuritaire et que les entreprises devraient aller de l'avant et l'utiliser parce que, selon lui, tout a été sauvé et la journée a été gagnée. Quelle démonstration de génie stratégique, à la sauce Mar-a-Lago, déclarer la victoire pendant que les navires se font frapper en direct. En réalité, navire après navire est touché par l'Iran et Donald Trump crée un faux sentiment de sécurité en leur disant d'y aller même pendant qu'ils se font frapper sans merci en ce moment même. La nuit dernière, il a été rapporté que le Bureau des opérations commerciales maritimes
du Royaume-Uni avait documenté une attaque iranienne contre un autre porte-conteneurs dans le golfe Persique, près des Émirats arabes unis, plus tôt hier. Il y avait déjà eu ces 3 navires qui avaient été touchés dans le détroit d'Ormuz, puis un dirigeant de la marine du corps, des gardiens de la révolution islamique, a clairement indiqué qu'un avertissement avait été donné de ne pas traverser, qu'une action avait été annoncée, et que, puisque aucune permission n'avait été accordée, la frappe était exécutée. Le détroit d'Ormuz est effectivement fermé en ce moment. Il est fermé en ce moment. Les prix du pétrole montent en flèche au large de l'Irak. Les transferts de navire à navire étaient en cours, impliquant un navire grec battant pavillon maltais. Ok, merci beaucoup. Alors, ici, on peut se poser la question, nous Africains, qu'est-ce que nous on a à voir dedans? On a beaucoup à avoir dedans, énormément à avoir dedans. Aussi, quand vous regardez ce que se passe de leur côté, ils ont mis en place un système qui répond à leurs besoins. Et nous sommes intégrés dans ce système, nous sommes engloutis dans ce système, nous sommes enveloppés dans ce système, et nous ne sommes même pas en mesure, nous-mêmes, de dire, mais attendez, pourquoi, quand c'est chaud chez eux, nous là, on se cherche ici? La guerre de l'Iran, je vous ai dit, vous savez, Dieu ne descend jamais pour dire à quelqu'un, réveille-toi. Mais Dieu crée les opportunités, les situations pour que chaque personne regarde, anticipe, réfléchit, puis dit, non, moi je peux faire autrement, pourquoi c'est ça? Et c'est à cela que j'ai dit la dernière fois que je regrette que la Côte d'Ivoire soit restée à ce stade-là avec celui qui a la plus grande gueule au monde, en bannissant un faux diplôme qu'il a acheté, un papier qui ne vaut absolument rien, parce que s'il était aussi bon que ça, vous allez voir, attendez, je vais voir quelque chose, donne-moi une seconde, j'ai quelque chose qui m'intéresse. Ousmane Sonko. Oh là là, il y a Ousmane Sonko qui a fait, bon c'est bon, ça nous prend trop de temps, il y a Ousmane Sonko qui a fait une intervention brillante sur les opportunités. Je crois qu'il y a une journaliste de RFI qui lui a posé une question un peu mal élevée, mais je crois qu'ils ont répondu avec éloquence et avec sagesse. Mais en ce qui nous concerne, aujourd'hui, quand tu regardes le combat d'Ousmane Sonko, moi, je peux dire que on peut faire mieux que ça. En Afrique, on peut faire mieux que ça. Parce que ce qui se passe en Iran, ne regardons pas seulement que c'est une guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Mais quelles leçons nous tirons de cette situation? Et puis, croire que ce qui se passe là-bas, mais attention, c'est au niveau de la corne, hein, entre l'Égypte, là, je vous ai montré la carte, je crois, avant-hier. D'accord? Quand vous regardez, là, un peu, hein, l'Afrique, je crois, Australie, quelque part là-bas, là, vous regardez, Yémen, tout ça, on est un peu, Éthiopie, hein, Égypte, Éthiopie, Yémen, tout ça, donc, on n'est pas à chose, mais alors, nous, on est de l'autre côté. Ça se passe de l'autre côté de l'Afrique, mais nous, on est de l'autre côté, le côté, comme on appelle, occidental, Afrique de l'Ouest, pardon. Hein? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ou qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là où il faut respecter le génie du président Ibrahim Traoré. C'est là qu'il faut respecter, parce que si nous ne comprenons pas que nous pouvons tout produire, si nous ne comprenons pas que... Parce que quand vous réfléchissez avec les... Ouh là là. Bon, je vais dire quand même. Je ne voulais pas utiliser l'expression, mais je vais le faire quand même. Alors, quand vous réfléchissez, vous raisonnez avec la mentalité du petit blanc, parce que vous avez appris ça sur les bancs à l'école,
Et vous n'êtes pas en mesure de dire, bon, ben d'accord, ça j'ai appris. Mais qu'est-ce que je peux faire mieux? Comment je peux modifier? Comment je peux... Parce que le problème de l'Afrique, c'est à ce niveau. Le Japon a dépassé ça. Les Coréens ont dépassé ça. Les Chinois ont dépassé ça. Dites-moi aujourd'hui, quel peuple, quel continent, il n'y a pas eu ce qu'on appelle l'interaction culturelle. Montrez-moi un seul continent au monde, ça n'existe pas. Il y a eu l'interaction culturelle partout dans le monde. Nous sommes les seuls à n'avoir pas tiré leçon de cette interaction culturelle. Et on a laissé les idiots nous dire que notre culture c'est la barbarie, c'est la sauvagerie, et nous apporte la civilisation. Je m'en fous que ce soit ça. Et puis quoi? Parce que j'ai porté ça, je dois être comme le blanc? Non. Je le porte parce que j'aime bien. J'ai acheté des basins. Un seul de mes basins peut me donner peut-être 3 ou 400. Oui, je le dis, Dieu seul est témoin. Et les gens, ils sont vivants. Vous allez prendre un basin à 300 000. Je vous en prie. C'est pas un. Moi, chaque année, pour la fête, je prends toujours 2. Toujours 2. Et Dieu seul sait, ça fait combien quand je prends les 2. Et c'est pas pour moi-même, pour Gaussou. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement, on n'est pas obligé d'accepter ça. Quand on n'est pas obligé d'accepter, on ne dit pas de prendre machette pour casser demain. Non, on s'assoit, on réfléchit. Comment on peut changer? Comment on peut... Et c'est là que vous admirez les Burkinabés, le peuple intègre et digne. Ils sont en train de créer un système de pavés qui n'a pas été copié chez le blanc, mais qui a été adapté au Burkina. Un système de construction de goudron qui n'a pas été chose, ça a été adapté au Burkina. Et je ne sais pas, après le Burkina, peut-être que les autres pays de l'AES vont le faire, mais même en Côte d'Ivoire, ces genres de goudron n'existent pas. C'est aux États-Unis seulement, j'ai vu ça. 6 fois 2 voies, 12 voies. Ouattara a sa grande gueule, excusez-moi les Ivoiriens, mais je ne crois pas qu'il ait fait ça. 6 fois 2 fois, 6 fois aller, 6 fois retour, 12 voies. C'est énorme. Mais c'est au Burkina qu'on voit ça. Mais attention, hein, il n'y a pas une entreprise qui est quittée chez eux là-bas pour venir dire on fait ça à 1000 milliards. Mais pour faire votre tramway là, en Côte d'Ivoire, c'est combien? 1000 milliards. Il faut qu'on arrête ça. Et la guerre en Iran devrait être l'éveil de cette prise de conscience. Produire, transformer et consommer. Devenir autosuffisant. Quand ils vont faire leur petit malin entre eux là-bas, ils vont fermer leur banque entre eux là-bas, ils vont s'entretuer. Nous, en Afrique, on produit, on transforme, on mange, on n'a pas de problème. Parce qu'après, ils vont venir acheter chez nous. Après, ils vont venir prendre chez nous. Et c'est à cela que l'AES veut arriver. Mais malheureusement, vous avez des idiots qui ne savent pas voir plus loin que le bout de leur nez sale et nous attaquent. Attaquez-nous, c'est pas grave. Demain, vous allez venir chercher travail chez nous ici. Cette guerre en Iran, l'Amérique ne la gagnera pas. Je plaignais, il y a des images quand je voyais au Liban, même en ce moment, Israël a déployé ses muscles au Liban. Ils ont fait entrer des chars au Liban, je crois hier ou avant-hier, contre le Hezbollah. La Palestine, depuis 2 ans, la Palestine a été détruite. Mais aujourd'hui, regardez Tel Aviv, regardez Jérusalem. Mais quand vous regardez, vous êtes malade. Je sais pas, il y a des images que je voulais pas, pour être honnête avec vous, il y a des images qui sont pas jolies à présenter. Parce que quand vous regardez ça, ces images de Tel Aviv, vous posez la question, est-ce que c'est réellement d'Israël? Vous posez la question, est-ce que c'est réellement Israël? C'est la question. Est-ce que réellement c'est Israël? Est-ce que réellement c'est Jérusalem?
C'est la question que vous posez. Est-ce que réellement nous sommes en Israël? Mais effectivement, nous sommes en Israël. Et ces images-là n'ont aucune différence avec ce que ils ont fait subir aux Libanais et aux Palestiniens. Je vous jure que Israël, c'est pas joli. Mais ce n'est pas tout. L'ultimatum de 48 heures qui avait été donné est arrivé à expiration. Et les avions ravitailleurs américains, 5 sur le tarmac, c'est pas à Dubaï, c'est en Arabie Saoudite. Je crois que les Américains ont au total 13, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai entendu, ils ont à peu près 13. En Arabie Saoudite, ils ont frappé. Ils ont frappé les avions. Sur les 13, il y a 5 qui ont été endommagés, sérieusement endommagés. Mais, comme je vous l'ai dit, je le répète, en temps de guerre, si vous permettez de lister les pertes que vous subissez, il y a, si vous permettez à énumérer vos pertes, vous allez, le peuple qui doit être votre soutien, le peuple tout de suite rentre dans la panique et la dépression. Il y a des informations, c'est pourquoi en temps de guerre, on parle d'informations classifiées. Parce qu'il y a des informations, moi je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'une information classifiée? Vous voyez toujours, hein, vous entendez information classifiée, secret défense, classifié, secret défense. Et en même temps, j'ai regardé jusqu'à, j'ai dit, bon, j'ai fait des études, j'ai fait des recherches. Et ce qui m'a permis même de comprendre aisément, c'était avec Epstein, les 3 millions de documents qui ont été déclassifiés. Et quand je regarde, ce sont des vidéos, ce sont les rencontres que Trump a eues avec les petites filles, enfin. Il y a des choses que je peux pas dire ici qui sont, c'était pas joli, c'était, c'est pas joli. J'ai dit, ah, mais où est-ce qui était classifié, Nidal? Et où est-ce qui était classifié? Mais en fait, c'est parce qu'il y a des informations qui sont très sensibles, qui peuvent créer tout de suite une situation dont les gens jugent tout de suite que c'est classifié. On ne veut pas que vous soyez au courant. Mais alors, revenons sur ce que Israël vit. C'est pas joli. C'est pas beau. C'est pas joli. C'est inquiétant. Je me pose la question à la fin, est-ce que Jérusalem et Tel Aviv ne seront pas effacés de la carte israélienne? Une chose est certaine, qui commande aujourd'hui en Israël pour dire d'arrêter? C'est une question à laquelle chacun de nous devrait répondre. Qui commande aujourd'hui? Les gens sont concentrés sur le guide suprême qui n'a jamais fait de parution publique. C'est ce que les gens disent. Et ils disent, au moins, on a vu Benjamin Netanyahu, mais you gotta be killing me, right? You gotta be killing me. Benjamin Netanyahu, c'est intelligence artificielle. Sinon, si Benjamin Netanyahu, s'il était vraiment vivant, tel qu'il a la grande gueule, on allait le voir, j'ai appelé Trump, on a dit ça. On allait le voir dans les hôpitaux militaires rendre visite aux soldats blessés. Parce qu'il y en a eu des soldats tués et blessés. On allait le voir dans les hôpitaux rendre visite aux Israéliens civils blessés ou tués. On ne le voit nulle part. On nous envoie une image et dès que l'image disparaît, il disparaît. Si c'est pas intelligence artificielle, moi je veux qu'on m'explique. Donc le monsieur que vous avez entendu tout à l'heure, là, il a dit, son corps a été photographié. Son avion a atterri en Allemagne. Et selon les renseignements, il est mort. Parce que pourquoi Trump ne parle pas de lui? Et pourquoi on ne pose pas des questions sur lui? Pourquoi après cette soi-disant apparition, on ne l'a plus revu? Il aurait pu continuer à parler, non? Moi, je peux sortir demain toute la journée vous parler parce que par la grâce de Dieu, je suis vivant, bien portant. Mais lui, il est chef d'État. Moi, je ne suis pas chef d'État.
Il est le premier ministre, c'est lui qui tient l'arme nucléaire. C'est pourquoi Israël, beaucoup de gens disent qu'Israël va utiliser Israël ne pourra pas utiliser l'arme nucléaire parce que c'est le fingerprint. Ah, comment on dit ça en bon français? Empreinte digitale, c'est ça, non? Fingerprint. Voilà. C'est son fingerprint et puis c'est ce qu'on appelle les yeux. Il y a des étapes de sécurité. Donc, il a tout ça, il a le code, il y a l'empreinte digitale, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance faciale, il y a tout ça autre, pour qu'on puisse lancer ça. Mais est-ce que qui peut lancer ça? Celui qui va lancer va rendre compte. Donc, la seule personne qui était capable de lancer une frappe atomique ou nucléaire, c'était Benjamin Netanyahu. S'il est déjà mort, enfin, nous prions qu'il soit mort, et je prie qu'il soit mort. Subhanallah, pourquoi? Parce que c'est un démon, c'est un diable, c'est un assassin, c'est un criminel. S'il est mort, les anges seront en train de danser là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un comme lui qui est mort. Le monde n'a pas besoin des gens comme Benjamin Netanyahu. Le monde n'a pas besoin des gens comme Donald Trump. Ce sont des criminels qui doivent être tous envoyés pas au repos éternel, en enfer, pour toujours. Mais l'Iran a éveillé la conscience de tous les pays qui pensent qu'ils sont faibles. Personne n'est faible. On décide d'être faible et on assume. On ne se plaint pas après. J'aime prendre les exemples simples que tout le monde comprend. Quand tu vois passer la goëlle dans sa grosse voiture bien jolie, peut-être que le coup d'elle a jeté là, c'est toi et la vie. Mais toi, tu te sous-estimes. Tu dis, si je vais là, je fais quoi? Mon frère, il faut faire comme Keïta. Celle a dit, non, là, tu vas pas mourir demain matin. Tu vas manger ton placard, ton antique, et puis tu avances. Tu vas et puis tu dis ce que tu penses. Tu n'as pas peur, pourquoi? Tu es garçon, tu n'es pas garçon. Tu vas, tu parles. Si c'est pas, c'est quelqu'un d'autre. Mais tu ne sais même pas si elle va accepter. Mais toi, tu regardes derrière tes complexes, tu as peur d'elle. Mais parce que, en Afrique ici, là, les femmes, elles ont peur d'aller, elles sont pas beaucoup, hein. Elles sont pas beaucoup, hein. Elles sont pas beaucoup. Sinon, il y en a qui vont vous dire ce qu'elles pensent de vous. Mais maintenant, toi, tu as peur d'aller lui dire ce que tu penses. Mais tu es lâche. Et que je suis pas lâche. Et tu n'es pas lâche. Comment tu regardes l'enfant de quelqu'un, et puis toi-même tu es enfant de quelqu'un, et puis tu as peur de dire à quelqu'un qui n'est pas ton papa, ta maman, qui n'est pas ton Dieu, tu as peur, pourquoi? Tu es fou bien quoi? Ou bien tu es né comment? Ah, Keita, tu parles mal, je t'ai loupé. Comment un garçon peut avoir peur de regarder? Ah, non, la voiture est conduite là. Elle t'a dit, quand elle finit là, elle va dormir là. Quand elle lave pas sa bouche, il faut lui parler matin, tu vas voir l'odeur qui a sorti dedans. Alors tu as peur de quoi? Va parler mon ami, et puis tu arrêtes de nous embrouiller ici là. Va parler. Ah, je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur d'une... Ah, attends, qui a vu femme ici et puis la peur? Parce qu'on dirait qu'il y a... on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de... Il y a que... Ah, il faut être garçon, là. Aïe. Donc, ils nous ont fait croire qu'ils sont mieux que nous. Mais nous, on n'a pas accepté. Nous, on dit non. Nous, on est Oudi. Dans le Sahel, là. Nous, on est Oudi de Gbabolo, là. Nous, on dit non. Où Gbagbo a échoué là. Nous, dans le Sahel, on n'a pas échoué là-bas. Maintenant, là, ils n'ont qu'à avoir bouche pour parler. Vous avez vu? C'est-à-dire, ils font la grande gueule, mais regardez l'Iran, je vous en prie. Pourquoi l'Union européenne a fermé sa sale gueule? Et j'allais oublier. Pourtant, je voulais faire de ceux-là, aujourd'hui, nous boucher leur affaire de bazou. C'est pas grave. Prochainement, je viens contre vous, Union européenne. Donc, vous voyez. Alors, oh, bon, voilà, ça, je vais vous faire écouter rapidement, et puis on va avancer. Just changed. Not on a battlefield. Not with a missile strike, or a tanker attack, or a press conference from a Pentagon podium. It changed with a single sentence from a senior Iranian official to CNN on Friday. The sentence was this: Iran is considering allowing oil tankers to pass through the Strait of Hormuz on one condition. The oil must be paid for in Chinese yuan, not dollars. Alors, donc, vous voyez. Read that again slowly. Je vais pas continuer avec ça comme ça. Alors, l'Iran, pas seulement l'Iran, l'Amérique s'est tiré une balle dans les pieds. Aujourd'hui, tous ceux qui avaient peur de leur politique, pour ne pas que, quand je dis peur de leur politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez appliquer une politique, Washington n'est pas d'accord avec vous, Washington ferme le robinet, puisque vous êtes obligé de passer par le dollar. Et c'est ça qui est intéressant dans toute cette affaire. Depuis cette affaire d'Ukraine, vous ne voyez pas la dynamique que Dieu est en train de mettre en place.
C'est-à-dire Dieu est en train de nous faire sortir dans une domination, mais on ne voit pas. On est toujours dans des spéculations. On dit des trucs bêtes. Dieu nous montre, regardez l'Ukraine. L'Ukraine était la première étape pour briser les chaînes de la captivité du dollar, l'Ukraine. Maintenant, Iran. Est-ce qu'on est obligé d'acheter désormais en dollars? Non, c'est pourquoi nous allons encourager nos présidents à sortir du franc CFA. Le franc CFA est une monnaie de malédiction. Dieu merci. Ça va, ça, j'ai terminé. Avant-hier, vous pouvez le voir, j'avais eu un petit truc là, aux États-Unis, et ça c'était bien avant que je commence mes produits là. Je suis allé, les Américains, le gars, le dentiste, il était balèze, gros gaillard comme ça. Il pensait que je suis poulet des Blancs. Ils ont fait leur injection pour enlever dedans là. Et subhanallah. Le gars, il est en train de dire, please, man, slowly. Il a pris l'argent. Il dit, Joe, et puis il dit, toi tu es africain, il dit africain. Il dit, ah, je comprends. Il dit, ah, ça veut dire quoi? Il dit, les Africains, tu n'es pas né ici. Il dit, non, je suis pas né ici. Ah, je comprends. C'est pourquoi je dis, nous les Africains, là, Dieu nous a fait une faveur. Moi, devant moi, le gars, il vient et puis il fait même injection. Les gens qui sont nés aux États-Unis, il prend sa pèse, puis il enlève. Pap, on dirait un petit jeu. Mais je vous jure, au nom de Dieu, il a lutté sur moi comme ça. Il a été incapable. Il dit, c'est bon. Il m'a restitué mon argent. Donc, arrivé ici souvent, je suis allé voir un dentiste qui a fait, mais qui a mal fait. Donc, je crois, ça fait 3 ou 4 jours, ça m'a tellement secoué, là, un peu, ça m'avait beaucoup secoué, donc j'ai pas pu sortir. Pourquoi je parle de ça? Vous savez, la vie que nous menons, c'est une succession d'événements. Mais chaque événement, il y a ce qu'on appelle l'écosystème qui entoure chaque événement. C'est-à-dire les événements, comment on appelle ça, l'environnement circonstanciel. Et quand on tient compte de ça, il y a beaucoup de facteurs qu'on arrive à comprendre. Nous avons cette faveur et cette grâce en tant qu'Africains. On n'est pas comme les autres. Si on ne comprend pas ça, parce que moi, enlever la dent d'un Américain, c'est facile. Mais moi, Africain, ils ont été incapables d'enlever ma dent. Je ne sais pas. Mais depuis il a échoué, j'ai dit, c'est bon. Le jour où je vais dans l'Afrique, je vais gérer ça. Donc, ça veut dire que Dieu nous a créés, je peux le dire, ça risque de me tromper, avec beaucoup plus de substance, avec beaucoup plus de force. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on est la copie, l'original. Eux là, non, ça fout là. Nous on est l'original, eux ils sont la copie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi j'ai parlé de maintenant. Nous, Africains, nous sommes l'original de la création de Dieu. Les autres là, ils sont la copie de ce que Dieu a créé comme originalité chez nous. Maintenant, si Africains, on n'a pas compris ça là, Dieu ne va pas descendre sur la terre pour nous dire que nous là, il nous a créés, nous sommes la source originale de toutes choses. Nous sommes l'originalité de ce qu'il a créé comme race humaine. Alors, si nous sommes... Écoutez très bien ce que je dis, cette conclusion-là. Ceux qui ont parti, ils vont tout perdre. Parce que c'est ça, moi, j'adore mon Dieu. C'est à la fin qu'il donne les bonnes choses. Nous qui sommes l'originalité de la création de Dieu, les autres sont venus nous dire que nous sommes des abrutis. Ils vont nous apporter quoi? La civilisation. Ils vont nous apporter quoi? L'éducation. Ils arrivent même à dire que le langage, c'est-à-dire le langage vernaculaire, le son que vous entendez, qui sort quand j'ouvre la bouche, je la ferme avec les manipulations de la langue, ils sont arrivés à dire même que ce qui sort de notre bouche n'est pas joli à entendre, que c'est sauvage. Ils sont même arrivés à dire que si on ne porte pas ça là, on n'est pas comme eux. Il n'y a des d'un cas des petits blancs saletés de merde que tu es.
Je te connais, j'ai été chez toi, j'ai vu comment tu es sale, comment ta bouche sent. Et puis nos sœurs là, elles disent, blanc même, tu dis, blanc, ta bouche, il faut nous parler de sa bouche qui sent. Blanc, hein? Le petit nègre, peut-être même, s'il fume pas tabac, ou bien il fume pas cigarette, ou boit pas de drogue, ou des conneries comme ça. Le petit noir, celui-là, sa bouche sent propre. Mais subhanallah, il y a beaucoup de... Si c'est réveil, tu le vois, tu as envie de tomber malade. Nous, on est l'originalité de la création de Dieu. Je le dis à qui veut l'entendre. Rejeter, c'est votre problème. On ne peut pas les... Attention, moi, je ne dis pas qu'on est supérieur à quelqu'un. Hein. J'utilise bien le langage, s'il vous plaît. J'aurais pu parler de supériorité ici. J'ai dit on est l'original. Je ne dis pas qu'on est supérieur, je dis on est l'original. C'est à partir de l'original que les copies sont faites. Attendez. Prends ton truc et puis il faut aller... Merci. Et il faut aller choses... Comment vous dites ça même? Prends une feuille, oublie Keita, prends une feuille et puis va dans la photocopieuse. Hein? Prends ta feuille ou ton livre, mets sur la photocopieuse et puis tu tires. C'est pas copie qui sort. Hein? Même si c'est copie de copie là. Mais toi, tu as la première copie là, c'est qui est l'original. Ça paraît que l'autre copie est sortie. Mais c'est la même chose. C'est la machine photocopieuse là qui... c'est une photocopieuse de là-bas. Nous, on est l'original. C'est nous l'original qu'on a déposé sur la machine. Et puis eux, ils sont... Et puis les idiots... qui me provoque ici avec appel là. Maintenant, écoutez bien, maintenant, la copie dit qu'elle a plus de valeur que l'original. Et Allah, subhanallah. Vous voulez que je réponde à ça? Je peux pas. L'origine, la copie me dit qu'elle a plus de valeur que moi. Comment je peux accepter ça? Et je remercie Dieu, Dieu sur les témoins. Au nom de Dieu, les petits blancs américains, souvent ils me disent Keita, il y a too much. Quand l'Américain dit que tu es too much, ça veut dire que tu es trop pour lui. Parce que s'il y a une chose que je n'ai jamais acceptée de ma vie, c'est de me rabaisser devant celui qui n'en vaut pas la peine. Par courtoisie, par humilité, je peux me rabaisser, mais pas devant des idiots comme eux. Ils n'acceptent pas ça. On ne dit pas de faire la guerre à quelqu'un. Reconnaissez votre valeur, ce n'est pas faire la guerre à quelqu'un. Reconnaissez votre place, ce n'est pas... Parce que l'Iran nous enseigne quelque chose que le blanc a pris des centaines d'années pour mettre dans notre tête à travers l'esclavage, la traite négrière, la colonisation. Et l'Iran nous dit tout ça là, c'est bullshit. Levez-vous et revendiquez votre liberté. Merci à l'AES. Ivoirien, bon ben... On vous souhaite bonne chance, parce que le vieux, là, il pense que c'est dynastie. Mais il n'a qu'à transformer la Côte d'Ivoire pour faire au royaume, au moins, si on peut dire, ah, c'est transmission de père en fils. Démocratie, ça existe encore. I don't know, mais... Donc, alors, ça, j'ai fait exprès, j'aurais dû vous présenter ça depuis longtemps, bon, c'est pas grave, je vais juste vous présenter. Ouais. Ça, c'est la belle ivoirienne nouvelle formule. Je vous avais dit, je crois que les gens ont commencé, c'est aujourd'hui que j'ai commencé à donner la belle ivoirienne, c'est deux versions. Version curative et puis version préventive. Et ça, c'est la version curative. Wow. Bon, ça c'est, il y a un deuxième qui n'est pas ici, que je vais vous montrer prochainement. Ça c'est, il y a au moins 5 à 6 différents produits dedans. C'est la belle ivoirienne qui est là, qui va désormais servir de point de départ à tous nos produits. Ça, c'est la belle ivoirienne. Maintenant, ça, ce produit-là, je ne le vends pas, mais les gens me posent trop de questions là-dessus. Ça c'est pour aider, à bien manger. Tu ne seras jamais obèse. Tu ne seras jamais gros. Parce que il contrôle tout. Et il te permet surtout de dormir comme un nouveau-né. Et tu te réveilles, les courbatures, je sais pas comment vous appelez, les courbatures, insomnie, et puis il y a une chose, migraine, c'est ça, migraine. Ça, lui se prend uniquement avec du lait, le lait liquide. Voilà. Je veux pas le vendre, mais les gens me fatiguent trop avec, donc finalement, je suis en train de réfléchir comment je vais l'introduire dans la belle ivoirienne nouvelle formule. Évidemment que c'est pas comme ça que je vends. Ça, ce sont des trucs que j'ai achetés pour vous présenter.
Il y a les emballages sont totalement différents de ceci. J'ai pas encore fini parce qu'il y a 2 ou 3 autres produits qui vont accompagner la belle ivoirienne. Donc, par la grâce de Dieu, je vais développer ça avec vous. Évidemment, les hommes qui passent la nuit à dormir, et puis madame s'énerve là. Allah, où ça est? Non, ça c'est pour la toux. Ouais, ça c'est pour la toux. Ça, voilà, ça c'est le TTP 40. Voilà, c'est ici. Les hommes, mais ce n'est plus comme ça. J'ai changé un peu parce que les gens sont en train d'imiter même mes emballages. Donc, j'ai changé les emballages. Ce sera plus comme ça. Les derniers gars ont reçu ça. Voilà, j'ai acheté de nouveaux emballages plus jolis que ça. Parce que moi, quand tu fais comme moi, je mets la barre plus haute. Parce que moi, je ne lésine pas sur les moyens pour rendre mes clients satisfaits. Donc ça là, là les hommes, madame, je plains ton sort. Madame, je plains tes nuits. Là, ça c'est un bon nom, non? Madame, je plains tes nuits. Ça, c'est un bon nom. En tout cas, on va développer ça demain, Inch'Allah. Enfin, on est déjà dimanche. Donc, pour moi, c'était un réel plaisir pour moi pour être avec vous. J'ai été honnêtement heureux de partager ce moment. On m'a dit Keita, je dirais pas le nom de la personne parce que faut plus dire ça là. Oh, d'accord. Alors, mesdames, il n'y a pas de problème. On garde le contact. Et puis, je pense, YouTube, il n'y a pas de son. Oh là là. Donc, peut-être que c'est, oh là là. Merci, il n'y a pas de quoi. À très bientôt, Inch'Allah. Merci infiniment.